On avance un petit peu dans notre webinaire parce qu'on l'avait dit, on a un petit peu de temps, mais on a chapitré la discussion pour retrouver Aurélien Duthier, pour aborder notre deuxième grande séquence, Aurélien. Après avoir lancé la réflexion finalement sur le grand modèle de société inclusive, c'est l'heure maintenant de s'intéresser au travail. Est-ce qu'il y a une vie avant, après le travail, en dehors du travail? Finalement, est-ce que c'est un moyen ou une fin en soi? Alors, quelles sont vos réflexions, Aurélien, là-dessus? Bon, bah, c'était, puis pour vraiment aussi rebondir par rapport à ce qui a pu être dit, mais effectivement, en travaillant la construction de ce webinaire, on avait envie de travailler et de proposer ces pistes de réflexion autour de la place du travail dans l'accompagnement. Et effectivement, est-ce que le travail, l'emploi, d'ailleurs peut-être ça pourrait être intéressant d'échanger sur la différence entre emploi et travail, hein. Mais est-ce que finalement, c'était, comme ça pouvait être dit par le professeur François Blancard, sur est-ce que c'est une fin ou un moyen? Voilà. Est-ce que finalement, l'accès à l'emploi, ça doit être la seule norme en tête pour pouvoir accompagner les personnes? Est-ce que lorsqu'il n'y a pas de reprise ou d'emploi possible, est-ce que ça doit forcément être aussi considéré comme un échec? Et puis, est-ce que c'est le seul prisme? Est-ce que c'est la seule porte d'entrée d'une inclusion sociale, la question du travail? Est-ce qu'on peut le penser autrement? Et puis, ça rejoignait là, dans cette réflexion-là, tous les éléments autour d'une pression sociale, pression qui peut être parfois aussi portée par les familles, autour de la question du travail. On sait combien le travail est porteur d'identité aussi, au-delà de la simple activité salariale ou de pouvoir être en autonomie financière. On sait combien le travail porte aussi une identité sociale et que ça peut être problématique pour un certain nombre de personnes de ne pas avoir de travail dans le sens où il n'y aurait pas cette identité sociale valorisante. Donc comment on pense finalement, on peut penser peut-être autrement l'accompagnement et l'inclusion que par le travail. Et puis là, le détour aussi par l'histoire peut être aussi intéressant. Henri-Jacques Sticker, qui est un historien qui s'est beaucoup intéressé à l'accompagnement, à l'histoire du handicap, a pu aussi montrer dans certains ouvrages combien il a pu y avoir parfois une forme d'ambiguïté dans l'accompagnement, et notamment au début du XXe siècle, sur la question de la réparation, de la rééducation, que pouvoir accompagner, remettre au travail les personnes en situation de handicap, il pouvait y avoir cette ambiguïté en même temps d'aider, d'accompagner, mais aussi de remettre dans une force productive, de finalement remettre au travail un certain nombre de personnes qui pouvaient être accidentées. Donc, il peut y avoir aussi une forme d'ambiguïté sur cette question de l'accompagnement et jusqu'où on exige, jusqu'où la question du travail devient une norme, un impératif qui s'imposerait. Donc là, voilà, c'était de pouvoir travailler autour de ces notions-là et peut-être aussi de l'évolution qu'on peut donner et attacher à la question du valeur travail, parce que la question de la façon dont on pense au travail évolue, se transforme aussi, et que peut-être que les nouvelles générations pensent aussi différemment le rapport ou les liens qui les lient au travail. Peut-être que le travail est probablement moins perçu comme le seul vecteur d'identité sociale. Il y a aussi des aspirations différentes par rapport à la mobilité. Donc, c'était pour réfléchir aussi à cet aspect-là. Est-ce que par le travail, dans l'accompagnement par le travail, il pouvait y avoir une forme de valeur morale ou de pression morale qui pouvait s'exercer et comment on pouvait peut-être à la fois penser, déconstruire cet élément-là pour penser l'accompagnement. Et puis, ça générait aussi peut-être d'autres dilemmes sur les professionnels qui vont accompagner les personnes en situation de handicap, et notamment dans la question du travail adapté dans les ESAT, par exemple, sur la place aussi parfois des moniteurs d'atelier, par exemple, des moniteurs qui ont parfois des difficultés ou en tout cas des problématiques éthiques importantes dans la délimitation de leur travail, de leur profession, puisqu'il s'agit à la fois d'accompagner des personnes, mais aussi il y a beaucoup parfois de dimensions ou d'éléments sur les éléments psychiques, les éléments sociaux de la personne qui doivent être considérés, et la difficulté à la fois à trouver des bornes dans la périphérie pour eux, dans le cadre de leur travail, est parfois important. Donc comment voilà, on peut penser ces différentes difficultés. Est-ce que, encore une fois, le travail est le seul prisme, la seule porte d'entrée de l'inclusion? Est-ce qu'on peut le penser, ça doit être pensé comme une fin ou un moyen? Et puis après, ça va rejoindre ce que pouvait dire aussi Ariel Lambert sur la question de la performance et de la productivité. C'est qu'effectivement, est-ce qu'on peut penser autrement aussi la question du travail que comme un élément de production et sur quelles normes on pense et on se base pour pouvoir penser ces productions et cette performance?
finalement, qui décide et sur quelle base on va considérer que cette production, ça doit être uniquement, ou la productivité, la performance, ça va forcément s'attacher à un type de production, un type de façon de faire particulier. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi une réflexion à avoir sur les différentes normes présentes dans le monde professionnel pour chacun d'entre nous, et jusqu'où ce fonctionnement professionnel ou les normes aujourd'hui peut-être imposées dans certains systèmes professionnels peuvent non seulement ne pas être inclusifs, mais même générer du handicap pour les personnes. Donc voilà, c'était pour lancer et proposer ces pistes de réflexion. Quelle est la place du travail dans l'accompagnement, fin ou moyen, et puis peut-être comment on peut évoluer notre image, représentation autour du travail qui évolue aussi dans la société. Eh bien, on va demander à Sophie Monceau ce qu'elle en pense en Maine-et-Loire. Donc, je rappelle, directrice des AT hein, du groupe Vive. La valeur travail, alors, est-ce que vous arrivez à voir des évolutions très concrètes au quotidien? Est-ce que la valeur travail est la même aujourd'hui en 2021 qu'il y a 10, 20, 30 ans? Effectivement, on voit bien cette évolution, mais qui est, je pense, une évolution sociétale. Il y a quelques années, je ne sais pas si on peut parler de décennies, quand on demandait à quelqu'un qui il est, il répondait « je suis tel travail, je suis telle profession, tel métier ». Voilà, aujourd'hui, on le retrouve aussi dans les populations qu'on accompagne. Donc, ça veut dire que tant à la fois au niveau des travailleurs, on voit bien que pour certains, l'inclusion professionnelle et l'inclusion sociale, tout ça, c'est mêlé. Enfin, j'ai un ESAT sur du handicap psychique. Pour exemple, le seul réseau, les seules relations, ce sont les relations au travail. Les personnes, elles sont complètement isolées en dehors. Enfin, voilà. Enfin, donc, tant au niveau des personnes qu'on accompagne, tant au niveau aussi de nos professionnels aujourd'hui. Le DRH du groupe dit il faut qu'on soit sexy pour faire venir des professionnels. Quand on a des entretiens de recrutement avec les professionnels, ils vont nous demander ce qu'il en est au niveau du groupe, qu'est-ce qu'on propose nous en termes d'horaire de travail, tout ce qui est connexe. Les nouvelles générations, comme le disait Monsieur Dutier, vont chercher autre chose. Donc il y a je trouve, des conflits de génération qui se posent, enfin en tout cas des conceptions différentes du travail, tant au niveau des travailleurs qu'au niveau des professionnels. Donc on sent bien cette évolution, ça c'est clair. On sent cette difficulté aussi des professionnels de se dire jusqu'où j'accompagne ou pas, quid effectivement du travailleur. Est-ce que c'est son souhait de rester ou d'aller vers? Est-ce que c'est le souhait effectivement de la famille, sachant qu'il y a aussi des personnes qui ont des difficultés à verbaliser les choses. Enfin, qu'est-ce qui relève de l'interprétation que je peux faire, de mes propres valeurs? Waouh, comment on fait vis-à-vis de tout ça? Et donc, on perçoit aussi l'importance, on a parlé de l'accompagnement des travailleurs autour de la notion de PPH, de psychoéducation. Voilà, on voit l'importance d'étayer les professionnels, de faire de l'analyse de la pratique et de les accompagner vraiment dans cette évolution. On est en mouvement. On voit aussi que nos tarificateurs nous accompagnent. Je pense que on va reparler de Monsieur Gallia, mais sur la plateforme qui est en construction, il a dédié une enveloppe importante à la formation des professionnels. Donc, ça veut dire que c'est entendu tout ça. Donc, voilà, dans les réactions que je peux poser par rapport à tout ça. Et vous l'avez dit, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que pour des travailleurs handicapés qui sont dans les ESAT que vous dirigez, pour certains, le travail, c'est le seul moment où on va croiser d'autres gens, où on va avoir peut-être un petit rôle collectif au sein d'une démarche plus large. Et en même temps, parfois, on vous demande aussi à vous, l'employeur, de réfléchir à autre chose que le boulot, c'est ça? D'essayer d'être sur d'autres pans? Oui, et puis jusqu'où on va, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des travailleurs qui sont vieillissants, enfin, comme nous, avec des limites. On rejoint ce que disait Ariel Lambert sur la notion de performance, c'est-à-dire que quand même, on est établissement médico-social, on a un budget médico-social, on a aussi un budget de production. Quel équilibre on trouve avec une part, ma collègue dans le 44, elle a un tiers de sa population qui est une population vieillissante.
jusqu'où on est bienveillant ou maltraitant dans le fait que certains travailleurs, sur une journée de travail, c'est 2 heures. Voilà, on a cette productivité qui fait qu'il faut trouver des productions adaptées qu'on n'a pas toujours. Enfin, des choses qui sont hyper séquencées, on n'a pas ça. Donc, quel équilibre on trouve dans tout ça? Quel équilibre? Alors, votre collègue du 44. Inclusion sociale. Pardon, pas Liliane Jean, ma collègue Véronique Boissel, qui est intervenue, qui parlait aussi de parcours et d'aller-retour dans le chat, là. Donc voilà, quel équilibre on trouve dans tout ça, parce qu'on va sur de l'inclusion sociale. Est-ce qu'on ne garde pas, nous, les travailleurs, pour privilégier cette inclusion sociale, alors qu'on est aussi dans l'inclusion professionnelle? Voilà. Enfin, effectivement, c'est un dilemme éthique, là. On voit bien les limites. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Si, vous l'êtes. Alors, j'attendais juste la fin de la phrase pour retrouver Liliane Jean. Alors, comment vous voyez les choses, vous, Madame Jean? Est-ce que le travail, c'est toujours la voie royale pour parler d'épanouissement, de trouver un sens à sa vie? Moi, j'ai plutôt coutume de parler de mise en activité. Voilà, la mise en activité, ça peut être effectivement le travail avec un contrat de travail, avec un statut de salarié ou travailleur d'ESAT ou autre, mais ça peut être effectivement le service civique, ça peut être le bénévolat, ça peut être beaucoup de choses. Ce qui est important, et on l'a dit souvent, c'est d'entendre les préférences des personnes et les attentes des personnes, ce qui leur convient le mieux pour réussir sa vie et son épanouissement personnel. Donc, les personnes qui viennent nous voir, nous, au service Passerelle pour l'emploi, clairement, sont des gens qui veulent trouver un emploi, un travail dans une entreprise avec un statut de salarié, parce que c'est la norme sociale aujourd'hui. Le travail, c'est un marqueur de normalisation sociale, de normalité, hein, j'ai envie de dire. Et par exemple, les travailleurs d'ESAT qui viennent nous voir pour dire nous, on veut sortir de l'ESAT pour aller travailler en milieu ordinaire, c'est sortir de l'étiquette de personnes en situation de handicap. Et donc, retrouver une certaine normalisation. Et ils nous le disent, nous, on veut faire comme tout le monde. Et le travail, en fait, pour ce que nous disent les personnes, c'est quand même de retrouver une forme de, alors certes de normalité, mais c'est de retrouver un statut, trouver du lien social, travailler aussi sur leur processus de rétablissement. Et on l'a parlé du rétablissement en santé mentale, on sait que le travail est un des éléments du rétablissement en santé mentale. Et nous, on le voit avec certaines personnes que nous accompagnons, c'est que par exemple, les temps de congé sont des temps qui sont assez mal vécus, parce que on retrouve cette notion d'isolement, d'inutilité, et souvent les personnes attendent avec impatience de reprendre leur travail, parce qu'il y a cette appartenance au groupe social, ce sentiment d'utiliser, de montrer ses compétences, et donc ça contribue à la confiance en soi et à l'estime de soi que de pouvoir être dans cette utilité sociale liée au travail. Donc, nous, on accompagne cette attente-là, etc. Après, on est toujours dans cet équilibre, je dirais aussi éthique, qui nous travaille en permanence. C'est jusqu'où on peut aller dans la réponse à cette attente-là, parce que les personnes, en effet, elles sont dans cette recherche de normalisation et de répondre finalement à cette question sociétale où on parle du travail comme une valeur fondamentale. Et quelquefois, on voit que ça peut mettre à mal finalement les personnes qui vont jusqu'au dépassement d'elles-mêmes pour pouvoir répondre à
à cette question du travail et à cette intégration dans le monde du travail, je dirais, classique. Et la question qu'on se pose toujours, c'est jusqu'où on accompagne les personnes, à quel moment on va les mettre finalement en difficulté, quelle finalement capacité de discernement elles peuvent avoir sur jusqu'où je me rends malade pour aller jusqu'au travail. Et c'est vrai que c'est une situation toujours délicate, complexe, qui fait beaucoup de débats, souvent au niveau du service, jusqu'où on va, à entendre finalement le souhait de la personne, au risque finalement que la personne s'en rende malade. Et que le travail, ou en tout cas que la pression sociétale d'aller vers le travail, puisse les rendre malades. Et on voit bien d'ailleurs qu'on a des personnes qui ne vont pas bien, quelquefois sur le plan psychique, mais qui ne veulent pas prendre d'arrêt de travail, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut se dépasser, il faut, voilà. Et pour autant, le travail est une source de rétablissement. On voit bien que voilà, le fait de se lever tous les matins, d'avoir des objectifs dans sa journée, d'être sûr de pouvoir rencontrer du monde, eh bien, contribue au rétablissement et notamment au rétablissement en santé mentale. Donc, cet équilibre-là, il est toujours très fragile. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner la personne dans une meilleure connaissance d'elle-même pour savoir ce qui est bon pour elle et comment elle peut trouver une forme d'épanouissement personnel. Alors, effectivement, c'est plutôt par le travail que les gens viennent nous voir et souhaitent le travail. Parfois, on est amené à accompagner les gens à cette renonciation au travail et de les accompagner à une prise de conscience que ce n'est pas le travail salarié qui permet l'épanouissement, mais que ça peut être aussi l'activité. Et le bénévolat peut être une forme aussi d'activité épanouissante qui répond à une utilité sociale, à une participation en tant que citoyen à la vie de la société, qui peut être tout aussi louable que le travail avec une rémunération, un salaire et un contrat de travail. Mais c'est un long cheminement, très long cheminement, qu'il faut accompagner comme ce n'est pas un échec. Parce qu'il y a aussi cette notion-là de se dire, bah, finalement, je n'ai pas réussi à aller au travail et donc je vis un échec et je suis obligée, comme s'il y avait une forme de hiérarchisation dans les choses, d'aller vers autre chose. Et tout le travail consiste à accompagner la personne à évoluer dans son parcours de vie, qui peut ne pas être un parcours de vie professionnel, mais un parcours de vie sociale, épanouie, enrichissante, avec de l'interaction sociale, parce que c'est ça, c'est de l'activité et de l'interaction sociale qui est importante pour les personnes. Mais c'est vrai que notre préoccupation à nous, au service Passerelle pour l'emploi, c'est de les amener vers l'emploi et de les accompagner vers cette démarche-là, parce qu'on est convaincu que finalement, handicap et performance, entre guillemets, dans l'entreprise, c'est compatible à condition d'être accompagné, à condition d'être compensé et que, en fait, les deux sont conciliables. Et donc, il nous faut accompagner cette dimension-là. Mais on est convaincu que l'emploi, c'est une source aussi, ça peut être une source de rétablissement dès lors que finalement, on crée les conditions favorables pour la personne et dans son environnement de travail pour que ça puisse l'être. Mais ce n'est pas l'ultime et l'alpha et l'oméga d'un objectif de vie personnelle, en tout cas si c'est nécessaire. Je voyais, merci Madame Jean, je voyais Monsieur Rabalan lever la main devant la caméra, parce qu'il y a la fonction lever la main aussi sur le logiciel, et vous le faites à l'ancienne. Alors on vous a vu, allez-y. Il se trouve que j'ai pas le petit logo lever la main en fait. Hein. Dans les réactions, j'ai pas ça, donc je lève la main. Mais l'essentiel, c'est d'avoir de pouvoir prendre la parole. Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait Madame Liajean. Enfin, il y avait deux points en fait. Il y en a un, c'est une histoire qui est super intéressante. C'est que il y a quelques années, là, il y a un jeune d'un ESAT sur le bassin de Saint-Nazaire qui a souhaité faire un service civique parce qu'il était investi dans une association qui s'appelle Nous aussi sur Saint-Nazaire et il voulait se former à
apprendre à mener cette association en fait en tant qu'administrateur, puisque les associations, nous aussi, en fait, ce sont des associations qu'on appelle un peu d'autodétermination, où c'est issu du mouvement de l'UNAPAIM, mais un peu plus généralement d'un mouvement européen. Et du coup, l'idée, c'était pour lui de se dire, voilà, on est administrateur dans cette association-là, et moi, je me sens un peu juste et je voudrais me former, quoi. Et du coup, il est parti, alors il est resté à mi-temps en ESAT, et il a fait un mi-temps en service civique. Du coup, il a fait un mi-temps en service civique au CMA, où durant 8 mois, il s'est formé à mener une association, des comptes rendus de réunion, enfin bon, tout ça en facile à lire et à comprendre, parce que c'est une personne qui a une déficience cognitive. Et de fait, il a beaucoup apprécié cette expérience-là. Et plus ça allait, plus il disait, moi, ce que je voudrais, c'est travailler dans l'associatif, en fait. Et puis, les AT, c'est bien, mais moi, c'est pas ça mon projet d'avenir. Ce serait de travailler dans l'association nous aussi, et puis de développer ça, quoi. Et là, on voit que ça a un peu coincé, en fait. C'est-à-dire que le système de se dire c'est bien que les personnes prennent en main leur avenir, etc. Là, ça s'est confronté à quelques contraintes, je dirais, économiques, mais aussi sociales et de cadre, en fait, et de reliure, je dirais. C'est qu'effectivement, il a fallu expliquer à ce jeune homme que ça allait être compliqué de partir de l'ESAT, qui est aussi un milieu protégé, et puis de le faire partir dans quelque chose qui était relativement incertain, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de solution à ça, hein, mais ça pose des véritables questions aussi éthiques sur c'est quoi le désir de la personne, jusqu'où on va et dans quel cadre, et pour sa sécurisation professionnelle, mais aussi pour son épanouissement personnel. Tout ça, ça coince un peu, en fait, dans les... Ah, on vous a perdu un petit instant, Monsieur Rabalan. Ouais. Et si vous nous entendez, vous allez peut-être pouvoir redémarrer votre connexion. Vous êtes revenu, ça y est. Vous avez eu le temps de nous transmettre votre idée? J'avais une question, en fait, pour les personnes par rapport au système ESAT, en fait. Dans le cadre du collectif TECAP, depuis quelques années, on anime un réseau de vacances adaptées, en fait, pour travailler sur la question des vacances de tous, en fait, des personnes, des adultes en situation de handicap. Et en fait, on note que cette question-là, nous, en fait, on incite les ESAT à ce qu'on fasse des réunions collectives, en fait, avec des organisateurs de vacances adaptées, pour expliquer, en fait, ce que c'est que les vacances adaptées, comment est-ce qu'elles peuvent aussi s'adapter aux besoins des personnes, notamment hors catalogue, mais aussi en préparant elles-mêmes leurs vacances. Et en fait, on note que cette question des vacances, alors c'est une question que je pose, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a depuis une dizaine d'années, comment dire, une visée économique qui est plus importante des ESAT, ce qui explique aussi peut-être cette question comment dire, de la norme du travail aussi, et que la question sociale est peut-être, mais peut-être je me trompe, hein, est peut-être un peu mise en arrière, dans le sens où l'accompagnement, par exemple, l'accompagnement en vacances, mais pas que ça en fait, hein, l'accompagnement à la question de la vie sexuelle, la vie affective, la parentalité, en fait, les questions sociales ou des activités même culturelles n'ont pas forcément une place très importante, et peut-être beaucoup moins qu'il y a 10 ans en fait dans les ESAT, et que justement cet équilibre entre la question professionnelle, la question du travail et celle de la vie sociale est moins croisée en fait dans les ESAT, qui ont aussi des impératifs économiques, et qui font que c'est peut-être plus difficile à concilier. C'est une question, hein, voilà. Peut-être que Madame Manceau, est-ce que vous pouvez apporter une réponse? Moi, je dirais non, et heureusement. Enfin, notre outil de travail, c'est le travail, mais on en demeure établissement médico-social. Donc, on a aussi des professionnels qui sont moniteurs d'ateliers, qui ont l'habitude de gérer la production, mais on a aussi des gens qui viennent du médico-social, des professionnels comme des conseillères en économie sociale et familiale. Et on a à cœur de développer cette activité-là.
par exemple, sur des ESAT, on a des activités autour de la notion de la vie sexuelle, autour du bien vivre, du bien manger. On a des activités, par exemple, sur les ESAT du bord de Loire, où on a fait du théâtre qui a donné lieu à une représentation théâtrale, ouverte à tous, etc. C'est aussi de la question de l'inclusion, mais aussi de la place de l'usager, c'est-à-dire que moi, je vais vous donner plein d'exemples de personnes, de travailleurs où on anticipe par exemple la retraite et que c'est niette, quoi. Enfin, c'est inentendable. Donc voilà, enfin, on va respecter ce besoin-là. Il y a des fois, c'est compliqué. Moi, j'ai été hier avec la commune de Saint-Sylvain où on voit bien qu'on est prêt vraiment à un partenariat, mais on ne va pas faire sans la personne. Donc, on est force de proposition maintenant à la personne de s'en saisir. Enfin, je pense qu'on a vraiment souci d'accompagner vers et d'ouvrir parce que l'inclusion n'est pas que professionnelle et qu'à un moment donné, il y a une fin. Donc, je pense qu'on a souci d'accompagnement, mais on laisse la personne décision. On essaye de trouver effectivement cet équilibre. Je pense que c'est notre rôle de trouver cet équilibre entre notre fonction médico-sociale et notre fonction industrielle, on va Ouais. Et est-ce que cet la équilibre, notion de performance. et est-ce que cet équilibre, Madame Mansour, va de soi ou il faut se bagarrer, il faut batailler? Est-ce qu'elle va encore aller de soi parce qu'effectivement, on est dans cette logique du tout inclusif. Donc, c'est ce qu'on disait déjà là, entre faire une sélection à l'entrée, à la sortie, c'est aussi défendre, je reviens à ce côté asilaire de nos établissements, où il faut qu'on défende cette mission que peuvent avoir les ESAT, de répondre dans de l'inclusif établissement qui n'a pas bonne presse aujourd'hui, qui n'a surtout pas bonne presse. Bon, vous êtes entendu. Donc on se bat pour. Oui, Oui. on se bat pour. Voilà. Alors, Monsieur Hulin, et puis on retournera voir le professeur Beuret-Blancard. Un petit mot rapide avant de clôturer ce chapitre aussi avec Michel Billet. Alors, vous l'avez dit, le travail, c'est essentiel pour le rétablissement. Pour autant, est-ce que vous, à l'UNAFAM, vous dites aussi, il ne faut pas être jusqu'au boutiste, il faut aussi faire en sorte que celles et ceux pour qui le travail, c'est compliqué, il faut aussi faire passer le message? Alors, branchez bien votre micro, Monsieur Hulin. On vous entende. Voilà. Le bouton a disparu. J'avais un problème de fenêtre qui s'est ouvert de façon... oui. Donc, en fait, il faut bien retenir quand même que le travail, c'est un droit au même titre que l'accès aux soins, que l'accès à un logement, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même un droit fondamental et que ça, il ne faut pas l'oublier. Après, le parcours de la personne, le parcours individuel, il est justement individualisé. Et effectivement, aujourd'hui, si on regarde le monde du travail, si on regarde les invalidités, la souffrance au travail génère un grand nombre d'invalidités et aujourd'hui le travail d'entreprise est problématique parce qu'il génère beaucoup de mal-être. Hein. Et donc là, on a cette opposition entre l'entreprise qui peut générer du mal-être et puis le besoin de travailler et le droit à travailler pour les personnes. Et Madame Jean le disait bien, elle expliquait bien sur les parcours et puis les difficultés des personnes qui veulent en fait revenir dans un modèle de reconnaissance sociale et qui vont aller au-delà et à s'en rendre malade, hein, et inversement. Hein, donc on a vraiment la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, la RSE, est une évolution importante. Les entreprises commencent à rentrer dans ce mécanisme-là. Mais bon, pour l'instant, ils vont au plus facile. Mais je pense que les entreprises vont se rendre compte qu'elles ont intérêt à avancer sur le bien-être de leurs salariés, qu'ils soient dits normaux ou en situation de handicap. Voilà. On retourne voir donc le professeur Beuret-Blancard. Vous avez levé la main. J'ouvre mon micro.
Non, je voudrais apporter juste un tout petit élément de réflexion par rapport à le travail est-il une fin en soi? C'est sur le fait que les demandes ou les motivations de la personne peuvent évoluer beaucoup avec le temps aussi. Et dans ma pratique professionnelle, j'ai eu assez régulièrement le cas, je m'occupais de paraplégiques, de jeunes paraplégiques qui n'avaient peu ou pas, même pas travaillé, et pour lesquels la motivation au travail était non, je ne retravaillerai pas, je suis en fauteuil roulant, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que malgré nos explications et nos sollicitations, et qu'en fait, je les revoyais quelques années après, et où en fait, là, ils étaient demandeurs parce que le travail, c'est quand même un mode d'intégration dans la société malgré tout, et je crois que ça, il faut le prendre en compte et il faut un suivi au long cours. Voilà, c'est juste la réflexion que je voulais faire. Merci, on retrouve Michel Billet. Avant de retrouver le docteur Jean pour nous reparler un petit peu des messages, parce qu'on l'avait promis hein, qu'on est attentif à vos messages, donc on le sera, on ne vous oublie pas. Alors Michel Billet, vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que l'inclusion passe nécessairement par l'emploi? Puis finalement, la question qu'on avait un peu soulevée, c'est quoi un travail, c'est quoi un emploi? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction, un rôle peut-être? Oh là là. Alors, Plein de questions en ça 2 tombe minutes. bien parce que là, j'ai au moins 1h30 Donc, alors, plusieurs choses. Il me semble que, ça a été évoqué par tel ou tel d'entre nous déjà, mais il me semble que, bien sûr, le travail dans la société française contemporaine, mais bien au-delà des limites de la France, le travail, il est porteur d'identité. Et parce qu'il est porteur d'identité, évidemment, il est un élément absolument essentiel de l'inclusion d'une personne dans la société contemporaine. Ça me semble absolument incontournable. Mais ça nécessite une toute petite réflexion sur ce que c'est que l'identité. Et j'emprunte volontiers, si vous permettez, à Pierre Sansot, sociologue parti un peu trop tôt à mes yeux, j'emprunte à Pierre Sansot une très belle définition de l'identité quand il disait, je cite, « Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leurs attentes. » Voilà, l'image que j'ai de moi. Le travail me permet de construire une image positive de moi-même, qu'il s'agisse d'un travail en ESAT ou à l'extérieur de l'ESAT, en milieu ordinaire. Le travail me permet de construire une image positive de moi-même parce que dans le rapport aux autres, justement, aux autres, mes collègues travailleurs, à ceux qui encadrent le travail, ou à l'intérieur de l'ESAT ou à l'extérieur, peu importe, dans ce rapport aux autres, je construis cette image parce que j'ai à répondre à leurs attentes. Et la question devient, nous, société française contemporaine, qu'attendons-nous d'elles, les personnes handicapées? Qu'attendons-nous d'eux? Si nous n'attendons d'eux que la mise en conformité dramatique, c'est un drame, d'accord? Parce qu'ils ne seront jamais la réplique exacte de la normalité. Voilà. Alors, si nous sommes capables, nous, société, de répondre autre chose que cette norme, bulldozer, si je puis dire, si nous sommes capables de répondre autre chose, alors peut-être deviendrons-nous capables de modifier, par exemple, le statut économique de l'ESAT pour qu'il puisse vraiment remplir sa fonction dans toutes les composantes qui ont été évoquées. Bien sûr, handicap et performance, oui, bien sûr, compatibles, ouais, bien sûr, mais tout a toujours des limites. Alors, est-ce que le statut de l'ESAT permet que les limites de cette problématique soient vécues par une équipe qui encadre, des personnes qui travaillent, etc. Il me semble que là, on a quelque chose de très important. Et puis, je me permets d'ajouter aussi une réflexion qui me semble très, très importante. C'est ce que j'ai tendance à appeler la perversion de la notion de projet. Ah,
vous avez un projet de vie? Ah, vous n'avez pas de projet de vie? Enfin, mais qu'est-ce que vous attendez pour avoir un projet de vie? Enfin, demain, vous allez rentrer en EHPAD, vous n'avez pas de projet de vie? Vous avez, une fois dans ma vie, je me suis retrouvé au chômage. Je suis allé à Pôle emploi, etc. Et la première chose que l'on m'a dit, c'est, quel est votre projet professionnel? Ah, écoutez, excusez-moi, mais ce serait de trouver du boulot. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Projet. Jean-Paul Sartre, dans un petit bouquin intitulé « L'existentialisme est un humanisme », avait cette très belle formule, je cite, « L'homme est projet et sera d'abord ce qu'il a projeté d'être. » L'homme est projet. De grâce, ne passons pas une fois de plus de l'être à l'avoir. Être homme ou femme, ce n'est pas avoir un projet, c'est être reconnu par l'autre comme un être en devenir. Voilà. Donc, si tu me regardes comme un être en devenir, je peux, ça y est, et je peux, par exemple, me réaliser dans un emploi ou pas. Parce que l'emploi n'est pas le seul lieu de réalisation possible. Tel ou tel d'entre nous l'a évoqué déjà. Il me semble que là, attention, le projet, il est dit partout individualisé. Ben oui, j'aime mieux qu'il soit individualisé que pas individualisé. Mais on m'a fait le coup quand je suis arrivé au service militaire. On avait un projet pour moi, ça s'appelle un uniforme. Alors on l'a individualisé, on a raccourci les manches et le bas de pantalon. D'accord. Et alors, non, pas individualisé, projet personnel. J'ai le projet de vivre et non pas un projet de vie. Voilà, je suis, etc. Projet. Ne pas pervertir cette belle notion de projet, elle me semble tout à fait essentielle, parce que c'est bien du regard que nous posons sur les personnes que dépend un jour ou l'autre leur possibilité de trouver non pas seulement une place, leur place. Sa place. Merci Michel Billet. Je rappelle que vous êtes sociologue. Alors, je propose qu'on retourne voir le docteur Miguel Jean, directeur pour mémoire de l'espace régional de réflexion éthique des Pays de la Loire, puisque les uns et les autres, nous sommes ancrés en Pays de la Loire, mais toutes les questions dont on parle concernent tout le pays tout entier, hein, on pourrait le dire. Alors, il y a pas mal de messages, Miguel Jean, qui sont apparus. Est-ce que vous pouvez nous mettre ça en tête ? Alors, oui, c'est plus que des questions, mais j'ai des questions que je vais poser tout de suite à nos amis. C'est plus des commentaires, des commentaires très pointus d'ailleurs. On sent qu'on a affaire à des spécialistes des deux côtés de l'écran et qui interagissent par messages interposés. Ça donne une bonne idée du niveau de ce webinaire. Alors, la question qui est arrivée tout de suite, il y a très peu de temps, y a-t-il vraiment autant de personnes, travailleurs en ESAT, qui souhaitent rejoindre le secteur ordinaire du monde du travail? La question est tout à fait intéressante et je pense que Mme Manceau pourrait éclairer notre lanterne. Alors, Sophie. Non, aujourd'hui dans notre ESAT, je dirais, Liliane, vous allez me dire, non, je dirais pas tant que ça, parce que ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les travailleurs recherchaient ce côté asilaire et rassurant, trouver asile, trouver cette identité. Donc, non, il n'y a pas tant que ça. Et puis, rejoindre le milieu ordinaire, moi, je peux vous donner des exemples où, finalement, c'est peut-être pas la panacée. Il y a un monsieur, donc, quand même, un bon niveau, niveau maîtrise, alors on dit Master 1 maintenant, voilà, qui est rentré dans les AT en disant, attention, hein, moi, c'est une étape, mon objectif, c'est le milieu ordinaire. Très bien, donc on accompagne ce projet. Mais donc avec de l'emploi accompagné, mais finalement, on est revenu sur les AT parce que c'est compliqué et qu'il y a ce que je projette, ce que j'imagine du milieu ordinaire où c'est quand même plus joli, plus dans la norme que ESAT, quoi. Mais n'empêche que ça veut dire que pour lui, c'était se dire, alors attention, j'organise mon trajet, ma vie personnelle. Enfin, il y a plein d'éléments connexes qui l'ont fait
qu'on mise à mal. Et puis, il y a aussi handicap psy, c'est aussi le handicap invisible. On a travaillé avec le soin, le médecin psychiatre qui disait « Oh là là, attention, entre ce qu'il montre et sa représentation et ce qu'il est, il y a quand même un différentiel. » Et que les capacités ne sont pas si marquées que ça. Et finalement, l'orientation ESAT, elle n'est pas anodine. La MDH, la MDPH, la MDA n'a pas posé une orientation. Donc, non, il n'y a pas tant que ça de personnes qui veulent aller vers le milieu ordinaire. Et qu'en dites-vous, Liliane Jean? Alors, il faut rappeler le cadre de ce qu'est un ESAT. Depuis 1975, il est dit que les ESAT doivent être des lieux de transition et que leur vocation, ce n'est pas de garder les gens, mais de bien les accompagner vers un passage vers la question du droit commun. Force est de constater, depuis 1975, que ce n'est pas le cas. On a un taux de sortie des ESAT qui est extrêmement faible. Je crois qu'on est à la hauteur de 0,26 ou 0,27% de sortie des ESAT. Pour autant dire que c'est peanuts, que c'est rien. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent ça. C'est qu'à la fois, il y a une forme de sécurisation dans les actes qui fait que pour des parents, et ça on peut l'entendre, qui ont un peu galéré, si vous permettez cette expression triviale, jusqu'à 20-25 ans pour trouver un peu une place pérenne à leurs enfants parce que le parcours scolaire a été un véritable parcours du combattant, le jour où ils obtiennent une place en ESAT pour leur fils ou leur fille, eh bien, voilà, il y a une certaine satisfaction, une sécurité pour l'avenir du jour où on ne sera plus là. Notre fils, notre fille aura une place et aura voilà, un emploi, un travail. Et voilà, c'est plutôt rassurant. Pour autant, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a une évolution du public aujourd'hui, notamment avec la question de l'inclusion scolaire, qui fait qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont en inclusion scolaire et qui sont dans le cadre normalisé et qui aujourd'hui vivent en ESAT comme une forme de déclassement. Et qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de poursuivre vers le milieu ordinaire. Alors à la fois la personne directement concernée, la personne handicapée qui veut en fait être dans la mixité et ne veut pas être mélangée avec toutes les autres personnes en situation de handicap, et puis les familles aussi, qui sont des familles militantes et qui revendiquent, ce que disait Philippe Hulin, ce droit tout simplement à aller vers l'emploi classique et être intégré dans la société comme tout à chacun. Donc on voit bien cette évolution-là et on voit bien un effet, je pense, d'évitement aujourd'hui du milieu protégé pour aller vers le milieu ordinaire. Puis en parallèle, on voit des gens qui, comme le disait Philippe Hulin, qui ont été un peu cassés, entre guillemets, par le monde du travail et qui viennent chercher un peu d'apaisement, de ressourcement, je dirais, dans ces lieux qui sont protégés, où on prend en compte la dimension humaine peut-être plus fortement. Et puis, je pense que si ça ne sort pas aussi du milieu protégé, c'est qu'il n'y a pas eu au départ, enfin depuis de nombreuses années, cette impulsion-là. Michel Billet parle du projet personnalisé. C'est vrai qu'il y a vraiment cette injonction de projet personnalisé, mais au-delà du projet personnalisé, c'est comment finalement on accompagne des personnes vers une dimension promotionnelle pour pouvoir être dans cette dimension de transition professionnelle et de promotion professionnelle. Comme tout à chacun, on peut avoir un boulot à un moment donné, avoir envie de changer de travail ou envie d'évoluer dans son travail. Et peut-être qu'au niveau du travail protégé, cette dimension-là, elle n'a pas été dans le passé, en tout cas, suffisamment travaillé. Et comme on a affaire à des personnes qui souvent ont une estime d'elles-mêmes qui est un peu dégradée, pas de confiance en elles et qui finalement s'autocensurent parfois ou s'installent dans un système très protégé, eh bien finalement, cette impulsion de se dire peut-être que je peux vivre d'autres choses,
eh bien, n'a pas été suffisamment forte pour faciliter cette sortie vers le milieu protégé, pour aller vers le milieu ordinaire, avec ce système aussi de filet de sécurité qui est nécessaire pour des personnes qui sortent du milieu protégé vers le milieu ordinaire. Il faut l'accompagnement pour avoir ce système de sécurité, ce droit retour, parce que même quand on sort d'un ESAT pour aller vers le milieu ordinaire, ce n'est pas définitif. On peut très bien aller pendant quelques années en milieu ordinaire, revenir vers le milieu protégé, pourquoi pas repartir vers le milieu ordinaire. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille et qu'on assouplisse aussi dans nos politiques publiques, c'est ce système d'aller-retour, ce filet de sécurité qui doit faciliter cette impulsion à aller vers le milieu ordinaire. Donc je pense qu'il y a à travailler aussi au sein de nos propres institutions du milieu protégé. Et on sent que ça, c'est à l'œuvre aujourd'hui. C'est quelque chose là qui est vraiment très, très fortement impulsé, travaillé par les associations, de se dire il faut qu'on aille vers ces transitions professionnelles et cette démarche d'activité promotionnelle. Alors, ça peut être tout simplement des immersions en entreprise ponctuelle ou plus durable, et ça peut être une sortie définitive de l'ESAT avec ce droit au retour potentiel. Donc, je pense qu'il y a plein de possibilités, mais il y a cette nécessité en tout cas de travailler sur ces transitions, ces promotions. Les ESAT de transition, que ce soit ESAT hors les murs, on a parlé de Messidor tout à l'heure, etc., contribuent justement, les ESAT hors les murs au niveau de Passerelle pour l'emploi est un ESAT de transition qui permet justement ce passage du milieu protégé vers le milieu ordinaire et accompagné. Mais je pense que voilà, c'est vraiment une évolution qui est aujourd'hui à l'œuvre dans les ESAT. Si je puis me permettre, pardon. Oui. Allez-y. Juste pour compléter, effectivement, on voit bien cette nécessité d'aller vers une notion de parcours et de fluidité de parcours et de plus être dans des étiquettes où on est étiqueté, on a une orientation milieu protégé, on a une orientation milieu ordinaire. On voit bien cette agilité et de fluidité dont on a besoin, en fait. D'ailleurs, Cluzel annonce d'ailleurs quelque chose de plus souple au niveau de l'orientation professionnelle qui permettrait et qui faciliterait justement ces parcours d'un système à un autre en tout cas. Et puisqu'on parle de mobilité de parcours, alors je crois, Olivier Rimbalan au collectif TCAP, vous êtes confronté très directement, très concrètement à des nouvelles demandes de la part de jeunes gens notamment, qui quittent un peu la sphère familiale ou le secteur protégé, qui y prennent goût, on peut le dire comme ça? Oui, enfin, qui y prennent goût, c'est les conséquences de cette question de l'autodétermination finalement. C'est voilà, à un moment donné, après qu'on en parle, il y a des choses qui se passent et en fait, on voit des jeunes, parce que nous, on a mis en place il y a quelques années, en lien avec la DRAGES et puis l'agence de service civique, une démarche pilote cap sur l'engagement qu'on continue là. Et on a suivi des cohortes de jeunes en fait qui recherchaient une mission de service civique et nous on essayait de trouver en face soit des collectivités, soit des associations pour voilà, travailler une mission de service civique qui puisse leur convenir. Et parmi ces jeunes, en fait, beaucoup de jeunes étaient sortis en fait de services du médico-social, de SAVS et autres, et ne voulaient pas s'y retrouver. Alors bon, pour plein de raisons, en fait, la question de l'adolescence aussi, la question aussi d'être de vouloir affirmer en fait son pouvoir d'agir, la distance aussi par rapport à leurs parents, mais qui au final les mettait quand même un peu dans une, enfin les met de fait dans une difficulté, une fragilité, parce qu'effectivement il n'y a pas de bouée de secours derrière. C'est que, et du coup là il y a un vrai trou dans la raquette, parce que ces jeunes-là ne souhaitent pas en fait pour plein de raisons personnelles, je dirais, ne souhaitent pas être suivis par un service d'aide à la vie sociale, et pour autant ils en auraient besoin. Et là, il y a pas grand-chose en fait en face. Et voilà, nous on suit ces jeunes-là et on essaye de jongler avec Mission Locale, avec Pôle Emploi, Cap Emploi, etc. Mais aussi bien au-delà en fait, c'est que on a parce que du coup maintenant il y a des jeunes qu'on suit depuis 2 ou 3 ans en fait. Et il y a même des jeunes qui se sont
qui ont formé des couples dans certaines cohortes. Et du coup, ma collègue Jade, qui devait intervenir, là, qui est en arrêt pour l'instant, est confrontée des fois à des missions où on se disait que ce serait, enfin, on n'imaginait pas, quoi, où voilà, des histoires de couple, des histoires de logement, en fait, voilà, de jeunes qui sont formés en couple et qui voudraient habiter quelque part, mais qui sont complètement démunis, qui veulent pas faire appel à leurs parents parce qu'ils veulent affirmer leur vie autonome, mais pour autant ils n'ont pas forcément les capacités d'être autonomes. Et du coup, Jade est confrontée à des questionnements qu'ils ont, auxquels nous on n'avait pas forcément imaginé. Travailler sur la question de l'habitat, comment chercher un logement, voilà, et ça effectivement ça fait partie d'un tout de ce qui se passe dans la vie en général, en fait. Et on est, quand on n'a pas de handicap, on est plus ou moins armé à arriver dans cette vie-là et à s'organiser. Mais quand on a une déficience intellectuelle, on est quand même un petit peu plus vulnérable et on a besoin d'étayage. Et cet étayage, s'il n'est pas possible, parce que c'est le choix de la personne, s'il n'est pas possible du côté du médico-social, comment est-ce que dans la société civile, dans le droit commun, il est possible? Et pour l'instant, bon, effectivement, on parle de la question de l'inclusion, mais nous, on n'en voit pas forcément les effets de façon très, très concrète, parce qu'en face, effectivement, il n'y a pas forcément de dispositifs de services qui peuvent accompagner ces personnes-là, quoi. Merci Olivier Rabanon. Oui. On va retourner vers le docteur Miguel Jean, si vous êtes disponible. Voilà, docteur Jean. Ah, je suis disponible. J'ai un œil sur l'écran, un œil sur l'autre ordinateur. Voilà, parce qu'il y a pas mal de messages, ça agit beaucoup là. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, il y en a une que j'ai trouvée très pertinente concernant la façon de parler des personnes qui travaillent en ESAT. Et cette dame nous dit, parfois c'est davantage l'étiquette travailleur ESAT qui pose souci aux personnes. À la question « Vous faites quoi dans la vie ?» Je suis travailleur ESAT. Avouons-le, dit-elle, c'est un drôle de métier. Et elle précise, pourquoi ne pas appeler un travailleur ESAT en cuisine un cuisinier? Ça me semble très pertinent comme remarque. Oui. Une autre question concerne la transition IME-ESAT, la difficulté liée à la pénurie du nombre de places. Et les places sont chères, dit cet internaute, les listes d'attente bien longues, et c'est un facteur qu'il ne faut surtout pas oublier. Et qui explique peut-être le côté asilaire auquel on tient parfois, dont nous parlait Madame Manceau. On avait une autre partie à évoquer. Je voudrais juste revenir, docteur Jean, sur le travail indépendant. Je crois qu'il y a eu des remarques à ce sujet. Peut-être demander à Ariel Lambert ce que vous pensez de ça, sur l'évolution des normes autour du travail. Il y a peut-être aussi ce souhait qui finalement emporte beaucoup de concitoyens, valides ou pas, sur le travailler autrement, en étant indépendant, auto-entrepreneur, en coopérative d'emploi. Ça a des limites, mais est-ce que vous sentez qu'il y a aussi quelque chose qui peut concerner les personnes en situation de handicap? Moi, je crois fondamentalement que tout dispositif de droit commun peut correspondre à un projet, si tant est que c'est le choix de la personne et les modalités qu'elle retient pour exercer son projet. Donc, j'ai envie de dire, le recours à des dispositifs de type auto-entrepreneur, l'hébergement à travers des coopératives, l'appui par des entreprises de travail temporaire d'insertion, enfin, tout peut être, j'ai envie de dire, tous ces dispositifs existent. L'idée, c'est comment ils peuvent y avoir accès à l'étape même de leur projet. Après, sur la question de l'auto-entrepreneuriat, on en connaît quand même les limites. Hein, c'est une forme d'ubérisation quand même du travail pour beaucoup. Hein. Voilà, quand j'évoquais la question de penser les choses par catégorie de public, eh bien, on sait que pour un certain nombre de catégories de migrants qui ont pu obtenir une possibilité d'emploi,
eh bien, ça passe beaucoup par l'auto-entrepreneuriat dans la livraison de type Uber Eats. Donc, vous voyez bien que quand même, à chaque fois, le danger de penser par catégorie, c'est que du coup, on pense par catégorie de dispositifs avec des échelles de précarité que l'on fait porter aux plus vulnérables la plupart du temps. Donc, c'est un peu ce mouvement-là qui est gênant pour moi, hein, éthiquement. Voilà, je parle aussi en mon nom et au nom de l'institution, puisqu'on défend des valeurs justement autour de toutes les populations en situation de vulnérabilité. Donc ça me semble important. Donc c'est vrai que tout l'enjeu aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement dans l'emploi, c'est de veiller à ce que les formes administratives, réglementaires qui peuvent porter des projets soient plus porteuses d'opportunités et de respect des conditions de vie des personnes que simplement un pis-aller parce qu'il n'y a pas la possibilité d'exprimer des talents autrement, quoi. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, et je pense que l'ensemble des dispositifs qui concourent à l'accompagnement, hein, donc tous les dispositifs transitoires, passerelles, plateformes, job coach, à mon avis, sont très en veille sur ces questions-là, c'est-à-dire quel va être le bon levier pour cette personne-là, dans ce moment-là, dans cette étape-là de sa vie. Donc ça, il me semble, enfin moi, j'ai plutôt tendance à faire une grande confiance aux professionnels dans cette capacité-là. Et effectivement, peut-être que cette politique de transformation de l'offre médico-sociale sur la question de l'emploi, elle est intéressante dans le sens où elle dit les ESAT doivent se moderniser, entre guillemets, pour pouvoir justement peut-être englober l'ensemble de cette palette d'accompagnement différencié. Parce qu'il est vrai que l'ESAT classique, hein, tel qu'il s'est construit au départ, rend toujours de grands services pour une part de population, mais aussi par rapport à des étapes, des parcours, hein. Donc ça me semble très important de ne pas penser que le tout ordinaire est la solution. Ça, je pense que c'est la palette d'offres qui me semble la plus intéressante. Ça, c'était une chose. Et puis, faut pas oublier aussi que les ESAT ont aussi une utilité sociale sur leur territoire. Ils sont porteurs d'emploi, ils sont porteurs de synergie, de partenariat, de dynamique dans certains territoires, par exemple sur des territoires ruraux ou des banlieues, un peu plus excentrés des centres-villes. Donc, il y a une vraie plus-value sociétale, hein, sur ces dimensions-là. Et après, les ESAT, moi, j'ose le dire, ont des vertus thérapeutiques parce que je pense qu'à un moment donné, c'est la question du soin. Quand on parle du rétablissement, c'est une composante du soin. Ça fait du bien de travailler. Moi, je fais partie des accros au travail, par exemple. Je sais que ça contribue à mon équilibre psychique. Et je pense que si tout un chacun fait un peu son introspection dans son rapport au travail, hein, c'est une source d'équilibre, pas uniquement. Donc, moi, j'ai envie de penser, si on pense inclusif, on se met dans le lot tous. Voilà. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, on a bien compris, Madame Lambert. Vous êtes une accro au travail, accro au webinaire aussi, peut-être un peu en ce moment. Alors, on avait prévu de retrouver Aurélien Duthier pour amorcer le dernier chapitre, mais finalement, on est un peu dedans, alors peut-être en quelques secondes, moins d'une minute, Aurélien, sur notre troisième partie, comment concilier le respect de la liberté, des capacités, des choix des personnes. C'est quoi vos questions à vous? Ce sera en perspective. Mais effectivement, c'est une question qu'on retrouve dans beaucoup de thématiques de sujets éthiques, hein, ce dilemme entre à la fois l'exigence de sécurité, de protection, de souci de prendre en compte les vulnérabilités, et puis la question du respect, l'exigence de respect de l'autodétermination. Mais effectivement, on le retrouve de façon très importante autour de ce sujet, parce que les personnes en situation de handicap peuvent, alors on revient sur cette notion de projet, mais peuvent avoir effectivement un certain nombre de projets professionnels qui, pour ceux qui vont les accompagner, pour les différents acteurs de l'accompagnement, ne va pas forcément correspondre avec ce qu'ils identifient ou évaluent comme leurs capacités ou leurs possibilités. Donc c'était sur ces écarts-là, surtout peut-être dans les situations où les personnes où le handicap est justement sur la question de l'évaluation de ses propres capacités. Donc là, il y a parfois des enjeux qui peuvent être assez importants, jusqu'où on va partir quand même du projet de la personne, quitte parfois à savoir que le projet professionnel va être dans un échec. Et est-ce que peut-être que ça peut être aussi une façon d'accompagner, aussi d'aller jusqu'à cet échec annoncé parfois
lorsqu'il y a des trop grands décalages entre les capacités et le projet. Mais c'était vraiment sur cette question-là, comment, même dans la façon même peut-être d'annoncer le handicap, il peut y avoir aussi une façon des fois d'accentuer sur l'incapacité ou sur la perte, comment on fait dans la façon même d'annoncer, d'avoir un discours sur le handicap pour éviter quelque chose que Erving Goffman parlait très très bien quand il parlait de stigmate, c'est que dans le processus de stigmatisation autour du handicap, il y a aussi beaucoup de situations où c'est la personne en situation de handicap elle-même qui se stigmatise dans finalement des autocensures, dans le fait de faire coller à des représentations d'elle-même qu'on porte, ou le fait d'avoir l'impression qu'elle ne sera pas capable de faire telle ou telle chose. Donc c'était aussi dans comment on peut travailler sur renforcer peut-être l'estime de soi et être dans cette situation ou d'éviter des projets qui seraient brisés ou cette autocensure quand la personne considère qu'elle n'a pas les capacités à pouvoir faire telle ou telle chose. Et puis c'était pour embrayer ou pour effectivement poser aussi des pistes de réflexion dans le monde du travail, finalement comment dans le monde du travail aussi on pense cette question du respect des choix d'autodétermination et ça faisait partie des enjeux qu'on voulait échanger, mais on a pu aborder ces éléments de façon un peu transversale. Mais c'est comment les bilans, les réflexions sur le parcours des situations de handicap, des personnes en situation de handicap peuvent aussi transformer le monde du travail, ce qu'on appelle les disability studies, c'est-à-dire ces enquêtes, ces recherches autour du monde du handicap peuvent peut-être aussi amener à transformer, à faire évoluer le monde du travail, et peut-être par rapport à cette question d'autodétermination, à donner plus de place aussi au choix et à l'autodétermination des personnes. Donc c'était autour de ces aspects-là, mais un dilemme éthique qu'on retrouve finalement dans beaucoup de sujets ou de thématiques, mais comment arbitrer, concilier à la fois le respect, le souci de la vulnérabilité des personnes et puis la question du respect des choix et de leur autodétermination. Alors, ça fait beaucoup de choses pour le peu de temps qui nous reste. J'ai quand même envie de retourner voir Liliane Jean, si vous êtes d'accord, Madame Jean, sur la notion de risque, de prise de risque et de danger. Je crois que c'est chez vous une question éthique assez importante qui nous renvoie à comment on tire vers le haut, comment on fait attention aussi. Alors, quelle est votre approche de ce sujet-là ? On a travaillé au sein du service avec l'espace de réflexion éthique justement sur la question risque et danger. La prise de risque, quand on vit de toute façon, on prend des risques au quotidien. Et c'est comment on accompagne cette prise de risque et comment on accompagne la personne dans cette prise de risque. Et pour nous, on est vraiment à partir sur les préférences toujours de la personne et de soutenir ce droit à l'expérimentation. Donc, les personnes ont la capacité d'expérimenter, on va les accompagner dans ces expérimentations à partir de leurs préférences et on ne parle jamais d'échec. Enfin, je pense que ça, c'est important et on parle même de comment réussir l'échec. C'est-à-dire comment, finalement, on tire enseignement d'une situation qui n'a pas abouti vers ce qu'on imaginait au départ, et comment on tire enseignement pour se dire comment je rebondis et pour faire acte de résilience finalement et pouvoir enclencher un nouveau projet, un nouveau cheminement et comment je travaille sur cette question-là. Donc nous, on parle jamais d'échec, on revendique ce droit à l'expérimentation pour tout un chacun, que ce soit d'ailleurs pour les personnes accompagnées comme pour les professionnels qui tentent parfois aussi des choses. Et on travaille surtout sur ce qu'on appelle le DPA, le développement du pouvoir d'agir. Parce que quelquefois, les personnes arrivent chez nous, elles n'ont pas cette capacité de pouvoir d'agir ou d'autodétermination parce que ça n'a pas été suffisamment travaillé ou il y a un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Et tout le travail d'accompagnement, ça va être de développer ce pouvoir d'agir, cette capacité de s'autodéterminer, cette capacité de choisir, cette capacité aussi de renoncer, de se dire je renonce à, et de valoriser finalement les expériences réussir et tirer les enseignements. Quand on expérimente quelque chose, c'est jamais à 100% négatif. On peut toujours en tirer du positif. Et c'est comment au niveau des job coachs, des professionnels d'accompagnement, que ce soit professionnel ou social, on tire enseignement positif de toute expérimentation. Et ça, on travaille justement à cette construction-là et à développer le pouvoir d'agir des personnes. Et puis, par rapport au monde économique aussi, c'est comment on dépasse l'échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir intégré une personne en situation de handicap, ça n'a pas marché, et pour autant, ça ne doit pas être un frein
à une nouvelle expérimentation avec une nouvelle personne. Et tout le travail consiste à dépasser ces situations qui n'ont pas fonctionné, mais j'ai envie de dire comme tout à chacun, un recrutement, c'est un pari et ça ne marche pas à tous les coups, que ce soit pour une personne en situation de handicap ou pas handicapée. C'est toujours un pari. Et donc, il nous faut valoriser aussi avec le monde économique ces expériences réussies pour donner envie à d'autres employeurs de franchir ce cap-là et de créer les conditions pour bien accueillir les personnes. Vous aussi, Philippe Hulin, vous dites que le droit à l'erreur, c'est quelque chose de très constructif aussi? Oui, tout à fait. J'adhère totalement aux propos de Madame Jean. On est bien dans la même dynamique. Il y a on a peu parlé des pères aidants, qui sont aussi, comment dire, des personnes qui peuvent accompagner les parcours de leurs pairs concernés par tel ou tel handicap. Et moi, je pense sur le handicap psychique à Pouvoir d'Agir, qui est en Mayenne à Laval, avec Esper, qui a le bras armé de Pouvoir d'Agir. Je pense à Pago, qui est père aidant Grand Ouest, et ils ont un site Facebook où on peut aller les retrouver et voir ce qu'ils font. Oui, il y a, comment dire, il y a de nouvelles dynamiques à inventer et elles sont en cours. On retourne voir le professeur Beuret-Blancard, c'est le dernier tour de parole. Ce dont on parle, ça rencontre aussi, ça se croise avec votre expérience à l'association Comet. Tout ne fonctionne pas, tout n'est pas garanti. Alors, branchez bien votre micro parce qu'on vous entend moins. Vous entendez là, non? Voilà, c'est bon. Oui, on rencontre, je suis tout à fait d'accord avec les deux précédents orateurs, et c'est une situation loin d'être exceptionnelle, en particulier quand il y a des troubles cognitifs avec des personnes qui ont ce qu'on appelle une anosognosie, c'est-à-dire qui n'ont pas conscience vraiment de leurs difficultés. Quelquefois, on va, en les accompagnant bien sûr étroitement, les mettre en situation, alors je vais employer le terme d'échec parce que c'est le terme qu'on comprend comme ça, mais c'est vrai qu'on essaie d'en faire quelque chose qui ne soit pas un échec, mais une étape vers autre chose. Et c'est vrai que c'est quelquefois la seule façon de sortir d'une impasse dans un parcours. Donc voilà, l'échec peut être positif dans le cadre de l'accompagnement Comet. On va retourner voir Sophie Manceau là encore pour un dernier éclairage, un dernier sentiment. Les projets, le désir, comment on fait pour que ça marche bien et puis dépasser peut-être des fois l'autocensure dont on parlait? Faire confiance, je pense que c'est toujours remettre l'individu au centre. Je pense que, on est toujours autour de ça, l'autodétermination, le pouvoir d'agir. On voit bien comment on avance en ce sens. Et je reposerai l'importance de former les professionnels, former les entreprises, évoluer à savoir communiquer autour, mais c'est vraiment un travail partenarial de complémentarité tout à chacun. Je pense que chacun a sa place à jouer dans le respect des uns et des autres. Voilà ce que je voudrais dire enfin, c'est comment on accompagne, nous, établissements, structures, tout à chacun à notre place. La notion de partenariat est importante. On voit bien comment on peut se saisir d'une cellule éthique, comment on peut se saisir de l'ADP ou autre. Voilà, tout ça, c'est systémique finalement. Alors, on retourne voir Olivier Rimbaland. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la plateforme CAP sur l'engagement. L'engagement, vous y travaillez sous l'angle multiple. Il y a le travail, mais il y a aussi d'autres choses. Hein. Oui, bah c'est vrai que je pense que l'activité, je trouve ça intéressant en fait, le terme activité, parce qu'effectivement, ça décloisonne un petit peu cette notion du travail et ça inscrit dans une notion de, voilà, qu'est-ce que j'imagine en tant que personne pouvoir faire comme activité en fait? Est-ce que ça se trouve dans un cadre du travail, mais que ça puisse se trouver dans le cadre d'une association, dans le cadre d'une mission d'association, de coup de main, de volontariat bénévole, quoi. Juste, je pense par rapport à cette question de l'environnement, en fait, effectivement, je rejoins le fait que
il y a la question de, parce que nous, notre argument, enfin notre slogan un peu, c'est le service civique, oui, c'est possible. Mais si on dit oui, c'est possible, c'est vraiment pour les deux parties en fait. Et je crois que pour le travail, c'est un peu la même chose. C'est que il y a beaucoup de jeunes en situation de handicap, de parents ou de professionnels qui les accompagnent, qui se disent non, ça va être compliqué et qui n'imaginent pas en fait pouvoir être dans ce type de dispositif qui peut être vraiment un marchepied en fait pour de l'avenir, que ce soit de l'emploi ou une activité bénévole. Donc, il y a effectivement ces jeunes qui s'autocensurent, leurs parents ou parfois les professionnels qui les accompagnent. Mais il y a aussi, de l'autre côté, ceux qui potentiellement pourraient les accueillir. Est-ce que moi, en tant que tuteur, je vais être capable? Est-ce que moi, en tant qu'association, en tant que collectivité, service, etc., je vais être capable? Ça risque d'être compliqué, etc. Et c'est là où je pense que vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire, en fait. Là, on n'est pas du tout dans le changement de la reliure. Hein. On est encore vraiment bien loin, quoi. Et l'enjeu, pour moi, il est vraiment là, quoi. Parce qu'on se confronte toujours aux mêmes échecs finalement. Bah oui, moi je pense que la question des annonces, enfin des missions de service civique, c'est la même chose que des annonces de travail en fait. Il y a des missions de service civique où il y a des missions que les personnes où c'est marqué ouvert aux personnes en situation de handicap. Mais moi-même, des fois, j'ai du mal à les comprendre, hein, ces missions, en fait. Donc, comment vont faire des personnes qui ont une intelligence concrète avec des termes très abstraits? Et je pense que c'est la même chose dans l'emploi en général, en fait. C'est que si on attend effectivement d'une personne en situation de handicap d'être dans une mission déjà faite, que l'employeur voit, voilà, il faut s'insérer dans cette case, dans cette page, quoi. Moi, je vais te mettre dans cette page parce que c'est à cette page-là que tu dois être. Et ben, en fait, peut-être des fois ça marche, mais bien souvent ça marche pas, en fait, parce qu'il y a un trop grand décalage. Et si effectivement l'employeur ne se pose pas la question de la question de l'adaptation, de sa propre adaptation à la personne et à ses motivations et à ses compétences, et ben en fait, on est à se dire, bah non, de toute façon, ça va pas être possible. Ou de toute façon, on a essayé et ça marche pas. Donc forcément, il n'y a pas de solution, quoi. Et voilà, on a un problème de reliure quand même, je pense. Bon. On aura beaucoup parlé de reliure. Alors, Michel Billet, on vous retrouve pour un moment peut-être de réflexion. Est-ce qu'on a besoin de héros ou de modèles ou d'héroïnes du quotidien, dans l'espace, je ne sais où, pour avancer, pour se dépasser un petit peu par rapport à ce projet de vivre? Oh là là! Je vous avoue que je ne m'attendais pas à cette question. Est-ce qu'on a besoin de héros? Oui, peut-être. Mais les héros du quotidien sont modestes parfois. Et sans doute a-t-on besoin d'apprendre à les reconnaître là où ils sont. Une petite anecdote personnelle, 30 secondes. Le jour de mes 50 ans, j'ai fait une fête chez moi, j'ai invité tout le monde, tous mes proches. Une de mes amies m'a dit « Oh Michel, qu'est-ce que tu ressembles à ton frère ?» Elle me parlait de mon frère handicapé. Eh bien, pendant 50 ans, il était évident pour moi qu'il me ressemblait. Mais que d'un seul coup, moi, je lui ressemble, c'était inimaginable. Eh bien voilà, peut-être que ce jour-là, il est devenu mon héros. Bon, merci beaucoup, Michel Billet. On va retrouver le docteur Miguel Jean pour un petit moment de clôture, peut-être assez rapide. Comment vous avez senti cette matinée de webinaire? Très bien, très bien. Et je suis très reconnaissant à tous nos intervenants pour à la fois la pertinence de leurs propos, mais ça, je n'en doutais pas, mais surtout la clarté. C'est-à-dire que même quand on n'est pas un spécialiste du travail protégé, on peut très bien percevoir les tensions éthiques sous-jacentes, et un grand merci pour cette pédagogie. Je n'ai pas fait part de toutes les questions, de tous les commentaires qui sont arrivés, je m'en excuse auprès des internautes, mais il y en avait un certain nombre. Ce que je veux rappeler là, d'un point de vue tout à fait pratique, c'est que ce webinaire sera disponible sur le site de l'Espace Éthique
dans quelques jours, hein, dès qu'on aura pu le mettre en ligne, sur le site erepl.fr, où vous aurez toutes et tous l'occasion de retrouver toutes ces interventions tout à fait pertinentes, je le répète. Donc voilà, je ne veux pas être trop long parce que je vois qu'on a débordé l'horaire prévu et je vais laisser la parole à nos invités pour quelques mots de conclusion. Et encore merci à tous et à toutes. Eh ben, merci Miguel Jean d'avoir fait très très court. Moi, je voulais juste revenir voir Ariel Lambert parce qu'on avait fait un tour d'horizon des invités, mais pas avec vous encore. Est-ce que là, dans tous nos éléments, est-ce qu'il y a un point éthique, vous, qui émerge, qu'on n'a pas vraiment abordé, qui vous paraît urgent de travailler notamment, je pense au projet de vivre. On avait encore pas mal de choses à aborder, mais le temps nous manque. Ben, je crois que un point éthique auquel je tenais, mais qui est, je pense, complètement transversal à tout ce que l'on s'est dit, et ça, je trouve ça vraiment, ce webinaire vraiment passionnant dans sa construction et dans le plateau de personnes qu'il réunit. Et moi, je rejoins tout à fait les propos d'Olivier sur, il me semble qu'effectivement, il manque quand même un point de reliure, hein. On voit que les personnes en situation de handicap ont beaucoup fait d'efforts. Je pense que le secteur spécialisé a fait beaucoup d'efforts pour justement s'adapter à l'appui de politiques publiques qui effectivement ont permis de développer l'offre d'accompagnement, de donner plus de champs de possibles. Après, je pense qu'effectivement, sur le secteur économique, hein, source d'emploi, je pense qu'il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire pour justement faire en sorte que les entreprises ou les lieux de travail soient plus inclusifs et non pas uniquement du fait de la pression du secteur spécialisé, mais qu'il y ait une forme de prise de conscience citoyenne à cet endroit-là, et je pense que ce sera bénéfique pour tous, quoi. Et quel est le levier? Est-ce que c'est encore au secteur spécialisé de prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre, ou est-ce que à un moment donné, voilà, des grandes organisations patronales pourraient investir et s'engager? Enfin, voilà. En tout cas, enfin, pour moi, il y a encore cet élément-là qui manque. Et à force de courir après ce secteur-là, chercher à s'y adapter, à le conquérir, à le séduire, là j'ai entendu une expression, faut être sexy, etc. Je me dis, mais voilà, on va pas jouer les amoureux perdus tout le temps. Et puis comment on fait alliance sur cette question? Et là, pour le coup, c'est une question non seulement éthique, mais politique, quoi, hein, d'un projet de société. Et voilà, c'est... Merci Ariel Lambert pour cette vaste question sur laquelle on reste aujourd'hui. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir participé très activement à ce webinaire. Et puis alors, il y avait beaucoup de questions, on n'a pas pu tout aborder. Questions et commentaires, le docteur Miguel Jean l'a dit. Mais voilà, on est très heureux d'avoir vu que ce sujet vous a intéressé. Donc, l'ensemble des échanges est à retrouver sur YouTube en replay et puis surtout sur la page de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, donc erepl.fr. Très belle journée à vous, peut-être bonne terrasse, bon théâtre, bon musée, je ne sais. Et en tout cas, à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup et travaillez bien. Merci. Merci, au revoir à tous.